Soit. Qu'est-ce que c'est que cette R pousse quand la barbe, monsieur Polydomso là? C'est long, hein, c'est long. Il a fallu que je rase. Bien alors le Je podcast. me languis. Le podcast vient donc de commencer. Donc, vous pouvez voir que capillairement parlant en ce moment, monsieur Polydomso, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Chacun. Ça dépend quel niveau du Problème. visage, parce que le haut c'est Exactement. très bien, mais Ah oui, le haut, on c'est préfère très la bien. beubare, c'est pour ça. Exactement. Ben oui, ça ajoute un certain flow, même si on ne sait pas trop si ça se dit maintenant, n'est-ce pas, mon cher Rust, hein, mais Bah, bon. flow, swag, on sait plus dans quelle époque ça se dit ou ça se dit pas, tout ça. Exactement. Bref, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Là, on va parler de l'UFC 256 qui a lieu le 12 décembre prochain, UFC 256. Donc, on va s'intéresser à deux combats en particulier. On va commencer à celui d'aujourd'hui, donc co-main event entre Tony El Cucuy Ferguson qui sort d'une victoire terrible face à Justin Gaethje. Néanmoins, Victoire terrible. Défaite terrible. Défaite terrible. Bilan de 25-4 en carrière. Justin Gaethje qui a mis fin à sa série absolument monstrueuse de 12 victoires consécutives et donc qui revient El Cucuy pour un combat en 3 rounds contre l'homme en grande forme de cette catégorie lightweight, Charles The Bronx Oliveira, le Brésilien, qui lui a battu Kevin Lee en mars dernier. Dernier combat finalement de l'UFC avant cette pause coronavirus et qui là va chercher à passer les 8 victoires consécutives, je crois, au sein de la catégorie lightweight face à son plus gros rendez-vous en carrière finalement face à l'Américain. Donc vous allez voir un peu avoir toutes les clés de ce combat, donc qui sera en 3 rounds, c'est une importance. On en avait brièvement parlé avec Rust lors de l'officialisation par l'UFC. Là, ça y est, c'est acté, comme main event. Bon, bah, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire quand même que ce combat est particulièrement excitant pour cette catégorie, et puis même tout court hein, en termes de MMA? Monsieur Poly, à vous de jouer. Ah bah oui, non mais clairement, c'est un super combat. C'est génial parce qu'on a deux mecs qui veulent terminer le combat, quoi. C'est pas des mecs qui viennent pour gagner des points et pour gagner des rounds. Donc ça va être stylé. Ils ont un style un peu kamikaze les deux, à diverses manières. Et enfin voilà, bref, et aussi en termes de ranking, ça fait sens, je trouve. Ça peut être une belle opportunité pour Oliveira. Ça peut être aussi une très belle opportunité pour Ferguson. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve tous. C'est une très bonne opportunité pour nous aussi, finalement. Ouais, exactement, ouais. Mais si Tony Ferguson n'a pas plus à perdre qu'à gagner dans ce combat-là, parce que c'est toujours un peu ça qui m'inquiète avec lui. Il est numéro 3 actuellement. Charles Do Bronx est numéro 7 du classement lightweight. Selon toute vraisemblance, il doit gagner Tony Ferguson. Et s'il perd, on ne pourra pas s'empêcher de dire ça y est, le déclin est là. Bah, le problème, c'est que c'est un peu vrai pour tous les gens qu'il va rencontrer. C'est-à-dire, si on fait la comptabilité des mecs qui sont dans le top 10 qui peuvent rencontrer Tony Ferguson, c'est à peu près tout le temps le même calcul. Si Tony Ferguson rencontre, je sais pas, Ferreira, d'ailleurs, je crois même pas que Ferreira soit dans le top 10, mais on va dire. Ferreira, il est 9e. Il est 9e. Ouais, bah voilà, et qu'il perd contre Ferreira, on va dire, bah ça y est, c'est terminé. S'il rencontre, même s'il rencontre Dustin Poirier et qu'il perd contre Dustin Poirier, on dira, c'est pas bien, tu vois. Mais ça, c'est la malédiction de ceux qui ont échoué à une marche du podium, quoi. C'est un peu ça, c'est toujours ça le problème. Surtout quand tu as été longtemps dans la place de perennial contender. Ça, c'est un peu rageant, mais bon, ça, c'est propre à sa situation à lui, c'est pas propre, en fait, à son niveau. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'en termes de ranking, ça fait sens comme combat. Après, c'est vrai que, on va dire, le mouvement et l'élan du combat est pas en la faveur de Tony Ferguson. Après, c'est vrai que d'un autre côté, c'est forcément... Au moins, il a, bon, déjà, évidemment, on peut aussi dire qu'au moins il a un combat, Tony Ferguson, c'est-à-dire qu'il y a tellement eu de tractation, il y a tellement eu de. On ne sait pas où est-ce qu'il va, contre qui. Au moins, déjà, il a un combat. Il voulait revenir en décembre. Ouais, donc déjà, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'après, ouais, je ne sais pas s'il a grand-chose à gagner, Tony Ferguson, à part seulement voilà, qu'on dise bon, bah voilà, au moins il n'est pas perdu, au moins il est pas un peu tombé en désuétude, en rade, etc. Donc, il a beaucoup plus effectivement à perdre qu'à gagner, mais au moins s'il gagne, je pense que les gens en fait sont tellement, ils aiment tellement Tony Ferguson et ils savent, il a déjà tout prouvé que même une victoire contre Oliveira, je pense que les gens seront en mode bon c'est pas grave, hein, mettez-le pour le titre la prochaine fois, ça dérangera personne, je crois. Donc au moins c'est ça, quoi.
Donc notre cher Tony Ferguson qui s'attaque à un monstre de soumission, recordman de victoire par soumission à l'UFC pour Charles de Bronx Oliveira, 3 soumissions de la soirée, 10 bonus de performance de la soirée pour Charles Oliveira, mais c'est vrai que là on peut se dire quand même que face à Tony Ferguson, il s'attaque à un sacré client parce que ça peut être très compliqué pour lui de réussir à mettre en pratique tout cet arsenal-là qui a pourtant mis à mal tant d'adversaires. Bah ouais, parce que Tony Ferguson, debout. Alors moi, c'est ce qu'on avait dit dans la preview, mais je sais pas ce que tu en penses, Polydomso, mais pour moi, debout, ça a énorme avantage à Tony Ferguson, que ce soit au niveau de la puissance, que ce soit au niveau de des compétences dans le sens de la profondeur de jeu, des feintes, de ce qu'il est capable d'apporter, de la diversité des attaques. Je pense que debout, il n'a aucun intérêt, Oliveira, à y rester parce qu'il est. Oui, il a mis des KO debout, mais c'était pas forcément contre des mecs de la trempe de Ferguson. Et il reste très classique debout et entre guillemets facilement prévisible, je trouve. Et face à un mec qui frappe aussi dur et qui est aussi entre guillemets tricky, qui est aussi compétent que Tony Ferguson, qui a mis des KO en welterweight, on le rappelle, je pense que c'est vraiment pas un bon calcul. Donc pour moi, ce serait d'aller au sol pour Oliveira. S'il arrive à aller au sol parce que je pense que c'est l'idée, et à soumettre Tony Ferguson, alors là, c'est le plus gros, comment dire, il peut pas faire mieux, il peut pas rêver mieux comme vitrine pour se mettre en avant et pour s'auto-proclamer challenger légitime pour le titre la prochaine fois qu'il y aura un combat pour le titre. Maintenant, au sol, même si Oliveira est un magicien, et c'est un magicien, on l'a dit dans la preview, etc., et contre Tony Ferguson, qui lui-même, au-delà d'être extrêmement, extrêmement compétent, est un vétéran et il ne sera pas un peu comme Paul Felder, en fait. C'est-à-dire que Paul Felder, par exemple, contre Oliveira, lui-même, Paul Felder étant très compétent au sol, il n'a jamais été réellement dépassé. Il était clairement sur la défensive tout le temps, mais il n'a jamais été en mode panique. Et ce qui fait qu'il n'a jamais été véritablement à 2 doigts de se faire soumettre et c'est le gong, etc. Je pense que contre Tony Ferguson, je pense, et peut-être que je me trompe, et j'espère, parce que si je me trompe, c'est-à-dire qu'on aura un super combat au sol, très disputé, etc. Mais je pense qu'au sol, on va redécouvrir qui est Tony Ferguson. Alors, mon cher Polydomso, de votre côté. Non, c'est déjà une très belle synthèse, je dois l'admettre. J'ajouterais que Tony Ferguson n'a jamais été soumis de mémoire. Est-ce que je dis une bêtise? Je crois pas. Non, pas de bêtises. Pas de bêtises, ouais. Petite suée là, parce que je n'avais pas regardé Sherlock depuis longtemps. Ah aussi, il a déjà été soumis, pardon. Eh merde. Ça doit merde. être sa première défaite en plus, je pense. Ouais, non, c'est deuxième défaite perdue par Triangle Choke. Deux fois, octobre 2009 contre Jamie Toney. Donc, ok, bon, on oublie tout ce que je viens de dire. Non, mais disons que ça fait longtemps qu'il n'a pas été soumis. On essaie de se rattraper aux branches comme on peut. Même s'il a été dans des positions pas faciles. Ceux qui se souviennent de son combat contre Castillo, il y a plusieurs moments où il s'est retrouvé avec Castillo dans son dos sur des périodes assez tendues. Mais même dans ce match-là, même où d'aucuns prétendent. La rencontre Tony Ferguson-Castillo, c'est un peu l'équivalent de la rencontre Khabib. Comment il s'appelle le mec qui l'avait battu. Jason Tibau. Ah oui, Tibau, oui, c'est vrai. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que Tibau avait un peu paralysé le jeu de Khabib, mais il n'avait pas fait grand-chose d'autre. Castillo a fait un peu pareil avec Tony Ferguson, c'est-à-dire passer la position dominante qu'il a eue, je crois que c'est dans le 3e round, il n'a pas fait grand-chose d'autre et même il était vraiment pas prêt du tout de soumettre, de mémoire. Je crois, mais je l'ai vu plusieurs fois le combat, donc je pense que ça va. Enfin, tout est à prendre avec des pincettes avec Polydomso. Vous avez vu là, sur la défaite par soumission. Donc c'est vrai que c'est très difficile de soumettre un mec qui a le savoir-faire de Tony Ferguson. Quand bien même tu serais meilleur que lui académiquement parlant et en théorie sur ton pédigré en sol, parce que on va pas se mentir, je pense que Oliveira a peut-être le pédigré le plus élevé en sol. Il en fait plus. Il a un jeu qui est plus agressif, parce qu'en fait, même si Tony Ferguson a des soumissions, généralement, la soumission, elle arrive comme la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est opportunité. Une fois qu'il a épuisé son adversaire et que le mec tombe dans le piège qui lui tend, tu vois. Même dans son combat contre, par exemple, Kevin Lee, quand il le soumet avec un triangle, c'est plutôt Kevin Lee qui est au bout de sa life, quoi, et qui peut plus maintenir l'effort et qui se met lui-même dans une situation où finalement la soumission arrive
j'allais pas dire d'elle-même, mais un peu comme ça. T'as pas vraiment besoin de travailler. Tandis qu'Oliveira, il est un peu plus, il a des Proactif. solutions d'opportunité, mais il est aussi plus proactif et il construit plus son jeu de soumission. Maintenant, vous avez évoqué quelque chose qui est vrai avec Oliveira, c'est que ses plus belles victoires, généralement, en fait, c'est un peu ça qui est frustrant avec Oliveira, c'est qu'il va gagner 4 combats d'affilée contre une opposition qui est bonne, mais qui n'est pas excellente, on va dire B+ opposition. Et dès qu'il va rencontrer un mec qui est vraiment bon, il va trébucher dans le tapis, en fait. Et son jeu paraît moins efficace. Et ça, c'est normal. Généralement, c'est ce qui se passe quand quelqu'un qui a un jeu qui est principalement sur la prise de risque rencontre quelqu'un qui est un peu plus professionnel et un peu plus, on va dire, un peu plus sportif, entre guillemets, dans le sens où il se dit, il faut que je gagne le round, il faut que je survive. Il a une approche un peu plus rationnelle du combat en tant que sport et non du combat en tant que combat. Et c'est vrai qu'Oliveira, parfois, c'est un peu ça qui lui a joué des tours. C'est qu'il n'a pas su, je pense, et c'est à son honneur, parce que c'est pour ça du coup qu'il a des combats qui sont très excitants, mais faire la transition entre un mec qui veut absolument finir son adversaire et un mec qui veut pas perdre, en fait. Et parfois, tu sais, ce qui fait les champions, c'est la constance, hein, et ce qu'il faut parfois, c'est aussi se dire, là, je vais y aller pour pas perdre, parce que le match-up ne me favorise pas, parce que ce mec-là, il est trop bon au sol, j'arriverai pas à le finir. Donc, il faut que je gagne des points, il faut que je ralentisse le jeu et tout. Il n'a pas encore je trouve, Oliveira, et c'est regrettable, n'a pas encore cette attitude-là. Mais ça tombe bien, parce que Tony Ferguson ne l'a pas non plus. Donc, quelque part, c'est pas mal. Là-dessus, il a peut-être un peu plus d'opportunités. Debout, je suis d'accord avec toi, mon Russ. Je pense que quand même Tony Ferguson a un peu plus d'avantages que Oliveira, bien que Oliveira, sur son dernier combat, a montré des choses positives. Il frappait fort et il a tendu quelques pièges à Kevin Lee. Il l'a bien attrapé. Et c'est pas mal parce que Kevin Lee, même s'il a des gros soucis de cardio et que parfois il fait des choix stratégiques discutables, il reste quand même difficile à surprendre, hein, comme mec. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et il le faisait reculer plusieurs fois avec son striking. Donc il y a quand même, il commence à s'améliorer, je pense, sur son dernier combat. Si on peut se servir de ce dernier combat comme maître étalon. Maintenant, le seul regret c'est que c'est en 3 rounds. J'aurais préféré que ce soit en 5. Oui. Comme tout le monde, mais cela dit, je pense, à mon avis, mine de rien, il y avait le combat s'est quand même finalisé assez tardivement. Et donc, c'est vrai que je pense que pour Charles Oliveira, ça allait être un peu léger. Et c'est vrai qu'il faut qu'on en parle quand même du fait que ce soit en 15 minutes et non en 25. Qu'il a, mine de rien, ça équilibre considérablement les choses parce que c'est vrai qu'en 25 minutes, ça aurait été assez compliqué pour Oliveira, alors que là, il va pouvoir. Mais d'un autre côté, moi aussi, je suis quand même content que ce soit un combat en 15 minutes parce que c'est vrai que pour le coup, pour Tony Ferguson, ça va être un vrai test et pas un test au rabais qui fait que s'il s'impose face à Oliveira, il aura affronté un très très bon Oliveira qui n'aura pas du tout à adopter un petit peu sa jauge face à un Tony Ferguson qui, on le sait, au fil des rounds, de toute façon, va finir par vous briser, sauf si vous vous appelez Justin Gaethje. Ouais, et puis c'est vrai que après, en plus, évidemment, on sait qu'il a un cardio qui peut durer les fameux 375 minutes là, de Conor. Voilà, Tony Ferguson, il n'y a pas de souci aussi. Mais en plus de ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, c'est un peu comme une marée qui petit à petit s'écrase contre les rochers. Et au final, le truc finit par tomber. C'est Tony Ferguson. Et alors après, le truc, c'est aussi que heureusement, alors c'est mieux si c'est en synchrone. On l'a vu par exemple contre Rafael dos Anjos où en go 4e, 5e, vraiment là c'était très 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 compliqué. Mais malgré tout, l'avantage aussi, et on l'avait évoqué dans la preview, mais c'est que même dès le second round, en fait, il y a un tel rythme qui est imposé qu'en fait c'est même plus nécessairement une histoire de cardio, même si ça participe énormément, mais c'est aussi une histoire de psychologiquement, tu es tellement mis sous pression que oui, il y a le cardio qui joue et le fait que tu te crèves petit à petit, mais il y a aussi le fait que tu te fais complètement dépasser par le rouleau compresseur, en fait. Et du coup, dès le deuxième round, deuxième, troisième, en fait, Tony Ferguson est capable de faire des différences monstrueuses. Donc, c'est pour ça que ça fait chier, c'est vrai, mais c'est pas nécessairement, tu vois, comme un Max Holloway, où là, pour le coup, c'est crescendo et tu sais que 3, 4, 5, ça va être de mieux en mieux. Tony, à la limite, le premier, c'est toujours un peu compliqué, mais dès le deuxième, troisième, c'est déjà l'enfer, en fait. C'est déjà le pandémonium. Donc, c'est vrai que ça fait chier. Et ça fait chier aussi parce que si jamais ça va à la décision, on aurait bien aimé juste pouvoir profiter en tant que spectateur et fan 10 minutes de plus. Mais j'ai pas trop de doute que si différence il y a, elle se fera dès les deuxième, troisième round, quoi. Et vous n'avez pas peur de ça finalement enfin pas peur, pour le spectacle finalement, que Tony Ferguson réussisse très rapidement. Moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est vrai qu'avec son avantage en reach, son
avantage aussi considérable, mine de rien, on en a parlé en striking. Il arrive, moi j'ai un peu peur de ça, après un premier round où ça va être assez disputé, les deux vont prendre des dommages comme d'habitude avec Tony Ferguson, et que dès le deuxième, il arrive, moi j'ai assez peur à justement dicter le combat et pourquoi pas à vraiment punir en coinçant notamment Charles Oliveira contre la cage et que ça se termine assez rapidement finalement. Ça peut arriver parce que c'est vrai qu'Oliveira, en tout cas en striking, quand on lui met la pression, c'est pas là où il est le meilleur. Hein. Ça c'est certain. C'est pas au point de certains combattants qu'a déjà affronté Tony Ferguson. Par exemple, nommément Anthony Pettis qui est 3 fois moins bon quand on lui met la pression que lorsqu'on lui laisse la possibilité de respirer. C'est une possibilité, hein, c'est vrai. L'avantage que je vois pour Oliveira, c'est que quand même Ferguson sort d'une défaite quand même assez dure, où justement ce style de pression à tout prix, avec pas beaucoup de considération pour sa défense, lui a coûté en fait le combat. C'est vraiment ça qui lui a coûté le combat. S'il avait eu une attitude un peu plus mesurée, où il tirait un peu mieux profit de son allonge, parce que il a une grande allonge, Ferguson, mais il a une façon tellement non conventionnelle de combattre que parfois il n'en tire pas profit. Alors parfois ça surprend parce que justement il casse la distance, il se retrouve dans une distance intermédiaire de boxe et du coup il peut placer des coudes, des techniques que normalement les gens avec une allonge normale ne peuvent pas passer à cette distance-là. Et il joue beaucoup sur ce jeu-là, il change aussi beaucoup de garde pour pouvoir armer ses coups de pied, ou même, tu vois, quand tu changes de garde, ton bras avant devient ton bras arrière, donc ça surprend l'adversaire, c'est comme ça qu'il avait surpris notamment Cerrone. Mais du coup, il s'expose aussi. C'est vrai que j'aurais tendance à penser que si Ferguson pousse Oliveira et le maintient à l'extrémité de son allonge et le coince contre la cage, là, je pense que ce sera un peu cuit pour Oliveira. Mais l'avantage est que Tony Ferguson ne combat pas vraiment comme ça. C'est pas vraiment son style. Et c'est à double tranchant. Parfois, c'est un avantage. Et quand il rencontre des mecs qui aime bien brûler et qui ont un peu de pouvoir de KO, ça peut tourner court pour lui, tu vois. On l'a vu avec Gaethje. Et c'est vrai qu'Oliveira, même si, alors je reviens pas sur ce que j'ai dit, je pense qu'il est moins bon quand il recule et qu'il n'est pas excellentissime en striking, mais il a quand même du pouvoir, il frappe dur. Hein. Dans son dernier combat contre Kevin Lee, il y a plusieurs moments où tu vois, il secouait bien Kevin Lee. Donc je pense que si Oliveira ne se recroqueville pas et n'est pas brisé mentalement avant même d'être brisé physiquement, il peut faire douter Ferguson, surtout dans cette configuration après la défaite contre Gaethje, parce qu'elle sera toujours dans la tête en fait de Ferguson. Tu sors pas indemne d'un combat contre Gaethje de toute façon de cette manière-là, que ce soit physique ou mental. Et je pense qu'il aura un peu ça, même si on rigole beaucoup sur le fait que Tony Ferguson il est tout le temps un peu dans son univers et que il y a peu de choses qui peuvent venir le perturber. Je pense quand même que 5 rounds à se manger les marrons par Justin Gaethje, ça peut quand même le secouer. S'il y a bien un truc qui peut perturber sur cette planète, c'est ça. Et le combat contre Kevin Lee, moi, pour le coup, de Charles Oliveira, je trouve un petit peu compliqué, on va dire, à juger, à analyser, parce que c'est contre Kevin Lee, on sait qu'il a l'habitude aussi une fois qu'il se rend compte que ça ne va pas être possible de s'en sortir, un petit peu, entre guillemets, abandonner le combat. Et c'est là que c'est un peu difficile pour moi, c'est sa plus belle victoire en carrière, indiscutablement pour Oliveira, mais c'est contre un Kevin Lee qui est retombé un petit peu dans ses travers. Donc c'est là que c'est un peu compliqué aussi. Je trouve que la guillotine de fin, on voit, c'est Kevin Lee qui est là et qui se dit bon allez c'est le 3e round, il n'y a de toute façon pas d'issue. Et puis en plus de ça, j'ai trouvé pendant ce combat-là que c'était même pas un bon Kevin Lee pour commencer. J'ai trouvé qu'il était un peu lent. J'ai trouvé qu'il faisait pas des bons choix. Donc ça reste, voilà, de toute façon comme on l'a dit tous les trois, ça reste une très belle victoire parce que c'est un nom et parce qu'il reste solide malgré tout au Kevin Lee. Mais je pense qu'il est tombé sur un petit Kevin Lee effectivement quoi. Ouais. Après, c'est les aléas du combat. Hein. C'est-à-dire que il faut être prêt et ça fait partie du taf d'être à son meilleur. C'est ce qui fait la distinction entre le commun du top 10, on va dire, et Khabib. C'est que Khabib, il est au top tout le temps, en fait. Et c'est une discipline en soi, en fait, d'être toujours. Parce qu'Ara n'est pas tombé sur le lit king size. J'ai pas compris. Attends. En fait, j'ai entendu la moitié de la vanne, donc je me suis dit... moi aussi. Bah le lit, putain. Lit. Lit couchette. Bon bref, alors poursuivez. Oui, ben non, moi j'étais simplement aussi sur. En fait, là, j'ai hâte de voir. Alors là, c'est plutôt au sol du coup, mais j'ai hâte de voir les
juste par curiosité les premiers scrambles en fait. Parce que le moment où Oliveira va engager les mises au sol, en fait, on sait qu'il est tout le temps en mouvement, qu'il est tout le temps en train d'essayer d'avancer sa progression, de progresser sur toi en fait pour essayer d'améliorer sa position, pour trouver une opportunité de soumission quand elle se présentera ou la créer lui-même. Et il va tellement vite et il est vraiment pas dans je prends une position, je la sécurise, voilà quelques coups de coude, machin. Il est constamment en mouvement et c'est magnifique. Mais du coup, je suis très curieux de voir comment est-ce que les deux vont entre guillemets danser et chorégraphier parce que ça va être ça honnêtement. Enfin, il y a des chances parce que quand vous regardez des black belts mais de jiu-jitsu brésilien mais qui décident de ne pas nullifier les positions et juste de s'amuser, ça fait une espèce de mouvement infini qui est absolument sublime et où tu vois toutes les techniques qui passent, ils savent exactement ce qu'ils font, etc. Là, je pense qu'on peut avoir ça et ça peut être absolument somptueux. Et franchement, les moments où Oliveira va déclencher, que ce soit par un Imanari roll dans les jambes, un double leg, etc., qui va commencer à essayer de progresser, demi-garde, full guard, dos, n'importe quoi, et que donc Tony Ferguson va être obligé de soit rester une étape en avant, soit de le suivre, de le talonner pour ne jamais être dépassé. Mais en tout cas, ça risque de faire un ballet qui va être. Mais il y a moyen que ce soit absolument sublime pour les amateurs de sol. Et donc finalement, quelles sont les clés pour notre cher Charles de Bronx Oliveira? Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a vu surtout comment ça allait aller à l'avantage de Tony Ferguson, mais pour Charles Oliveira, où peut-il déborder Ferguson? Ouais, je pense. Alors c'est terrible parce qu'après ce que vient de dire Rust, ça m'émoustille. J'ai envie de voir un échange de grappling comme ça, mais je pense que ce serait pas la voie justement pour Oliveira. Moi, je pense que Oliveira gagnerait à être ultra sécurisé en fait. Et comme c'est que 3 rounds, à essayer de ralentir le tempo au maximum. Franchement, Oliveira, c'est terrible parce que toute sa carrière, ça a été un combattant excitant, mais je pense que c'est un peu son enclume aussi. Il faut qu'il se stabilise et qu'il se discipline. Et il a les armes pour ça. Et je pense que contre Tony Ferguson, il pourrait vraiment ralentir l'action et au sol et prendre des positions dominantes et gagner certes une victoire sans éclat, mais une victoire qui, de toute façon, le propulserait. Battre Tony Ferguson, c'est énorme. Peu importe la manière dont tu le bats, il faut être pragmatique aussi parfois. Alors c'est sûr, ce serait mieux si tu le soumets, ça c'est clair. Mais tu as une proportion de chance qui est très basse de réussir un tel fait. Tu vois. C'est ce qu'avait fait Rust. Pardon? C'est ce qu'avait fait qui, Rust? En fait, ça rappelle énormément, c'est pour appuyer ce que disait Polydomso, mais ce qu'avait fait Carlos Condit contre Nick Diaz, où toute sa carrière, il a eu un style ultra spectaculaire, prise de risque maximale, sauf que parce que c'était la ceinture intérimaire, parce que c'était le moment où il fallait faire la différence, il a adopté un style totalement différent. Et ouais, exactement. Donc c'est vrai que c'est peut-être effectivement une bonne idée de faire la même chose peut-être pour Oliveira, quoi. C'est le moment ou jamais. Ah non, donc c'est ça. Moi, je me dis s'il y avait une voie de victoire pour Oliveira, sauf si évidemment, au bout d'un échange au sol, il se rend compte qu'il est 3 catégories au-dessus de Tony Ferguson et qu'il peut faire ce qu'il veut, ce qui est une possibilité. Hein. Tony Ferguson n'a pas rencontré de mémoire de type qui était aussi vénéneux en grappling que Charles Oliveira, donc on peut être surpris par ça. Mais s'il se rend compte que ça va être tendu parce que Tony est du même niveau, voire d'un niveau inférieur, mais suffisamment bon pour s'en sortir, je pense qu'il aurait tout à gagner à avoir une stratégie précautionneuse et juste prendre son temps, ralentir, garder les bonnes positions et gagner la décision, quoi. Je pense aussi, pour le coup, je pense aussi, parce que même mine de rien, dans les scrambles, je suis d'accord aussi. Je pense qu'il se rendra vite compte que ce sera compliqué, enfin pas compliqué, mais qu'il n'y aura pas un gap si important entre les deux. Et donc, mine de rien, Tony Ferguson, on l'a vu maintes et maintes fois au sol, il ne fait pas rigoler. Il est aussi opportuniste que Charles Oliveira, qui n'est pas non plus réputé pour être des plus disciplinés. Donc, et pour le coup, personnellement, moi, ça ne m'étonnerait pas non plus que Tony Ferguson réussisse à soumettre Charles Oliveira s'il y avait pas mal de phases au sol. Ouais, parce qu'en plus, ce que j'allais dire avec Tony Ferguson, c'est que certes, il est bon au sol, mais il est vraiment pas académique. Il fait partie de l'école Ten Planet là, avec Eddie Bravo, qu'ils ont un style vraiment bizarre, quoi. C'est-à-dire les puristes en JJB vont te dire c'est n'importe quoi, sauf que bon, c'est n'importe quoi, mais ils gagnent les combats, quoi. Donc quelque part, je t'emmerde, tu vois, genre. non, mais c'est vrai, faut être pragmatique à un moment donné. Hein. C'est ce qui marche qui fait la loi, tu vois. C'est ce qui marche qui fait le principe. Et le truc, c'est que il peut, en fait, Tony Ferguson peut, sur le petit espace que tu vas lui laisser, prendre un risque qui n'est pas habituel. Donc, tu ne vas pas tout de suite avoir la bonne réaction et se retrouver dans une position qui va lui permettre d'attaquer une soumission d'un endroit complètement improbable. Je ne sais plus, je crois d'ailleurs c'est son combat contre Castillo où il tente une Darce Choke alors qu'il est sur son dos. C'est un truc qui est
qui est vraiment bizarre, tu vois. Et ça, je pense qu'il pourrait surprendre Oliveira si Oliveira n'y prenait pas garde. D'autant plus que Oliveira a été soumis plusieurs fois et parce que justement il prenait des risques à considérer face à des gens qui ont saisi cette opportunité. Eh oui, Anthony Pettis notamment. Exactement. Réponse le 12 décembre prochain, UFC 256, dernier pay-per-view de l'année. Big shout out à My Sweet Protein, moins 50% sur tout MyProtein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Nous sommes déchaînés. À très vite pour de nouvelles aventures.